C'est-à-dire si on peut vraiment, si la croyance ne serait pas à l'origine de toute forme de vérité et de connaissance. Pour que vérité il y ait, il faut qu'on croie au début en l'existence même d'une vérité, qu'elle soit scientifique, religieuse ou mystique. Je dirais plutôt que différents types de croyances, différents régimes de croyances sont nécessairement à l'origine, mais pas toujours d'ailleurs, à l'origine de toute connaissance. Pas forcément de tout savoir. Et comment vous distinguez les deux, connaissance et savoir? Eh bien, si vous voulez, la connaissance est plutôt un processus. Si vous voulez, le savoir, en principe, est une espèce de résultat de ce processus, et qu'on a pris l'habitude d'ailleurs d'opposer à la croyance, c'est-à-dire si je sais quelque chose, eh bien c'est pas pareil, c'est pas la même chose que si je crois quelque chose. En principe, si je crois quelque chose, c'est un peu moins sûr, tandis que si je sais, bon, mais on peut se tromper aussi, on peut croire savoir et ne pas savoir. Donc, mais bon, ça c'est. Par contre, il y a aussi une autre distinction importante, je crois, entre différents régimes de croyances, qui a été faite d'ailleurs par un des fondateur du pragmatisme américain, qui est Sandor Peirce, avec William James, et qui observe la différence très importante entre la croyance comme repos de l'esprit ou comme n'étant pas un repos de l'esprit. Et en effet, très souvent, en effet, les croyances se présentent justement comme une façon de, comme des espèces de substituts au savoir. C'est-à-dire que dans la mesure où je ne peux pas le savoir, eh bien, bon, je crois ceci ou cela, quoi. Et puis ça y est, avec ça, je suis tranquille. Tandis que, c'est ça la croyance qui joue le rôle de repos de l'esprit. Tandis qu'au contraire, la croyance ou les croyances peuvent être à l'opposé d'un repos de l'esprit, mais au contraire des aiguillons, si vous voulez, des outils pour progresser vers une connaissance, ou dans une connaissance, vers éventuellement des transformations ou pas en savoir. Ce qui fait prendre conscience de l'importance de la croyance dans la connaissance, y compris scientifique. Le point de départ va être une croyance. Alors, quelque chose dans le cas des sciences, on peut assez facilement déjà distinguer à l'intérieur même des sciences. Bon, alors je ne veux pas faire la distinction entre les sciences de la nature et les sciences humaines, pour ça ce serait trop facile. Ou bien, ou avec aussi d'ailleurs le rôle des croyances dans la médecine, parce que ça aussi ce serait trop facile dans la mesure où, justement, donc, si vous voulez, l'efficacité médicale, eh bien, peut difficilement être la preuve de la vérité d'une théorie, quelle qu'elle soit, qui est censée supporter la pratique en question. Bon, ça, c'est le cas, justement, des pratiques, des médecines dites parallèles, etc. Bon, puisque la médecine officielle est une médecine dont les théories sont la physique, la chimie et la biologie, c'est-à-dire des sciences qui obéissent aux pratiques de la recherche scientifique. Les médecines parallèles, on repose sur d'autres théories, parfois très élaborées, parfois pas du tout, mais elles ont aussi quelques résultats, comme vous le disiez. Beaucoup moins que l'autre quand même, il faut reconnaître. Mais ces résultats-là, évidemment, ne sont absolument pas la preuve de ce que les théories ou les visions du monde qu'il y a derrière sont vraies. Et la meilleure indication pour cela, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de visions du monde qui ont chacune des succès à leur actif, et très bien, si vous voulez. À ce propos-là, nous avons eu vendredi soir une émission sur Arte sur des recherches actuelles sur l'effet placebo et sur les mécanismes de l'effet placebo, ce qui est tout à fait passionnant. Alors bon, donc, dans le domaine des sciences, si déjà on entre dans le domaine des sciences dures, c'est-à-dire les sciences de la nature, donc la physique, la chimie, la biologie, etc., eh bien, à ce moment-là, déjà, on voit qu'au départ, on est obligé d'émettre des hypothèses. Et si on émet une hypothèse, ça veut dire qu'on y croit un peu. Mais on sait quand même que ça n'est pas sûr du tout. Mais on y croit suffisamment quand même un peu pour pouvoir faire tous les efforts et parfois passer des années à essayer de vérifier ou au contraire de réfuter l'hypothèse en question. Bon, donc déjà au départ, on est poussé par un phénomène aussi là, de croyance, bon, mais de croyance lucide, c'est-à-dire on sait au départ que c'est peut-être faux. Bon, et on essaie après de faire.
Après coup, eh bien, alors, bon, dans certains cas, évidemment, l'hypothèse est réfutée, donc on l'abandonne, sauf si on est têtu, et certains, parfois, sont devenus un petit peu malades à cause de ça. Mais bon, parce que c'est difficile, souvent, d'abandonner une théorie ou une hypothèse dont on croyait que c'était une théorie vraie, et puis bon, bref. Après, une fois donc que ça a été réfuté, ben c'est réfuté. Et puis une fois que c'est vérifié, alors là, on est parti à nouveau pour un autre régime de croyance cette fois-ci. C'est-à-dire une fois que c'est vérifié, ben, on croit que c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai dans tous les cas? Eh bien, pas forcément. C'est-à-dire que, bon, si le résultat est relativement limité, si c'est une loi, par exemple, bon, ben, on a vérifié un grand nombre de fois, eh bien, bon, on sera pratiquement sûr de sa vérité, disons, mais déjà se posera à ce moment-là la question de son interprétation. Et ça, alors, on a tout un tas d'exemples de ce type. Par exemple, la physique, comme vous le savez, la physique quantique a donné lieu à des interprétations diverses, parce qu'elle était tellement contre-productive, tellement différente, si vous voulez, des expériences quotidiennes du monde matériel, que bon, ça devenait très difficile à comprendre. Mais c'était établi par des expériences répétées, etc. Donc reste d'ailleurs en partie encore la question de l'interprétation, si vous voulez, des lois physiques telles qu'elles sont exprimées par les équations de la physique quantique. Et puis en biologie aussi, ça a été comme ça. Donc je raconte là l'histoire des 30 ou 40 dernières années qui ont été dominées par une espèce de dogme qui consistait à dire, eh bien ça y est, on a tout compris grâce aux grandes découvertes de la biologie moléculaire des années 60. Donc tout est écrit dans l'ADN, puisque les gènes sont constitués par ces molécules d'ADN, que ces gènes déterminent absolument tout ce qui concerne la vie biologique de n'importe quel organisme, depuis une cellule jusqu'à un être humain, comme disait Jacques Monod, depuis une bactérie jusqu'à l'éléphant. Et puis voilà. Bon. Or là, on a typiquement un cas de mauvaise interprétation. C'est-à-dire que les découvertes de biologie moléculaire, en effet, ont été tout à fait extraordinaires. C'est une grande révolution dans la biologie. La structure des gènes, la double hélice, l'ADN, etc., les mécanismes de synthèse des protéines, tout ça a été tout à fait extraordinaire parce que c'était de l'ordre à la limite même de l'énigme pendant des dizaines et sinon des centaines d'années. Et puis, à partir de cela, alors, la généralisation, elle, était aussi un phénomène d'interprétation, mais qui a emporté la majorité des biologistes, pas la totalité, je dois dire, mais en fait la majorité du fait de l'enthousiasme, justement, de la valeur de ces découvertes. Et puis, eh bien, après quelques dizaines d'années, et bien maintenant, depuis à peu près la fin du XXe siècle, on sait qu'il n'en est pas ainsi. On sait qu'en effet, l'ADN est très important. Toutes ces découvertes-là, heureusement, permettent de continuer à chercher de nouvelles choses et à résoudre de nouveaux problèmes. Mais c'est précisément parce qu'il existe de nouveaux problèmes et que tous les mécanismes biologiques ne se réduisent pas à l'exécution d'un programme informatique qui serait écrit dans la molécule d'ADN. Bon, donc ça maintenant, c'est bien établi. La plupart des chercheurs, des jeunes chercheurs en biologie actuellement, eh bien, se confrontent avec des phénomènes qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui contrôle justement le fonctionnement des ADN. Alors que les ADN étaient considérés comme étant ceux qui contrôlaient tout le reste de l'organisme. Bon, ils sont eux-mêmes contrôlés. Et puis, ce qu'on appelle maintenant plus globalement la complexité biologique, qui implique des analyses par l'intermédiaire de modèles de toutes sortes, etc. L'ironie de l'histoire, c'est que, alors même que actuellement la pratique biologique, eh bien, bon, a très largement débordé, si vous voulez, sur cette idée que tout serait dans l'ADN, eh l'ironie de l'histoire, c'est que la prégnance de cette représentation des choses dans le grand public a été tellement forte qu'actuellement, il y a une inertie, et donc le grand public a adopté tellement cette vision où tout serait inscrit dans l'ADN, une vision essentialiste finalement, qui correspond peut-être à une tendance philosophique forte, mais dont il faut se défendre quand même. Et ça, on trouve maintenant
que l'ADN est à l'origine de tout. C'est-à-dire qu'on parle d'ADN d'une nation, d'ADN d'une équipe de football, d'ADN d'une entreprise, d'ADN de... Ce que vous dites en fait avec cette... initial, pas forcément. C'est vrai, ah ouais, la vérité, le fait l'aspect efficace d'un modèle, en l'occurrence l'ADN, va ensuite induire une croyance en la vérité de ce modèle-là et donc va empêcher de le remettre en question. Pendant quelque temps. Mais heureusement, justement, si la technique continue, précisément, on va inévitablement, alors évidemment ça prendra plus ou moins longtemps, mais inévitablement on tombera quand même sur un certain nombre de nouvelles découvertes qui feront qu'on ne pourra plus continuer à croire dans la généralité, si vous voulez, de ce qu'on a dit précédemment. Ça, c'est un phénomène qu'on observe souvent, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un paradigme à un moment donné, un paradigme dans une discipline scientifique, eh bien, va être remis en question précisément grâce à l'utilisation technique du paradigme en question. C'est-à-dire que c'est quand on va pousser au maximum eh bien, l'utilisation de ce qu'on croit être la vérité générale, qu'on va tomber sur des phénomènes qui vont vous forcer à remettre en question tout cela. Bon, ça, dans le cas de l'ADN, c'est très simple. Enfin, on peut montrer du doigt un certain nombre de découvertes qui ont bouleversé complètement justement cette vision où tout était génétique en quelque sorte. C'est par exemple l'histoire du clonage de mammifères. C'était quelque chose qui était considéré comme impossible dans le cadre justement d'une vision où le développement de l'embryon était l'exécution pure et simple d'un programme écrit dans l'ADN et dans l'ADN exclusivement. Ben, on sait maintenant que c'est pas le cas. De même, l'histoire du prion avec la maladie Creutzfeldt-Jakob aussi, où on avait un agent infectieux dont on s'est aperçu qu'il contenait ni ADN ni ARN, ce qui était aussi quelque chose d'inimaginable dans le contexte du dogme précédent. Ouais. Alors, et une fois que vous avez posé ça dans votre livre, vous procédez à une forme de retournement. En réalité, vous vous servez d'un auteur qui s'appelle un philosophe, Wittgenstein, qui lui-même propose dans un ouvrage intitulé De la certitude de retourner les choses, c'est-à-dire non pas de poser la question de savoir en quel sens les croyances que vous venez de décrire à l'œuvre dans le domaine scientifique sont justifiées, mais dans quel sens finalement le doute lui-même peut être justifié. Est-ce que finalement ce qui est le plus compliqué à justifier, y compris de manière scientifique, ne sont pas les croyances qui sont toujours à l'œuvre dans le raisonnement scientifique, mais bien le doute. Écoutez-le. Les propositions qui représentent ce que Moore sait. Sceptiques, donc ça veut dire ceux qui ne croient pas en la vérité des théories sur le réchauffement climatique, les théories admises, si vous voulez, par des comités d'experts, un comité international en particulier, sur la réalité d'un réchauffement progressif et donc on nous prédit qu'il ne va jamais s'arrêter sauf si on arrête la production humaine de gaz à effet de serre, bon, tout ce qui est bien connu maintenant, et puis d'autres qui mettent en doute justement la vérité de ces conclusions, ou la vérité de ce qui est présenté comme un savoir certain, si vous voulez. Ben là aussi, on pourrait dire qu'il y a des lobbies dans les deux camps. Il y a des lobbies dans le camp de ceux qui nous disent voilà, il faut absolument changer notre type de civilisation, etc. Bon, des lobbies de différentes natures. Et certains sont associés à des mouvements écologistes militants, d'autres non. Bon, ceci dit, ça ne veut pas dire que tous les écologistes militants sont payés par des lobbies, etc. Mais les choses existent aussi. Puis dans l'autre camp aussi, il y a des lobbies de ceux qui veulent défendre évidemment les industries existantes du pétrole, etc. Mais à côté de cela, eh bien, il y a aussi des convictions. Et ces convictions reposent sur, entre autres, une croyance aveugle, ou pas aveugle, en la vérité des modèles informatiques utilisés pour décrire des phénomènes complexes. Alors le climat est un phénomène complexe, c'est-à-dire qu'il dépend d'un grand nombre de variables. Et eh bien, quand on essaie de faire des modèles
pour rendre compte des observations sur des systèmes qui dépendent d'un grand nombre de variables, on tombe sur un phénomène qui avait été décrit au début du siècle, mais dans un autre contexte, par des philosophes comme Quine en particulier, ou Duhem, à propos des théories physiques, etc., qu'ils avaient appelé la sous-détermination des théories par les faits. Et que nous rencontrons quand nous faisons des modèles, enfin moi je dis nous parce que je ne suis pas du tout dans le climat, mais en biologie aussi nous sommes confrontés avec des systèmes complexes actuellement, et donc nous sommes amenés à faire aussi des modèles, et des modèles mathématiques ou des modèles informatiques. Et là, on tombe sur cette sous-détermination des modèles par les observations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dispose de bons modèles, c'est-à-dire des modèles qui expliquent les observations disponibles, mais il y en a beaucoup de bons modèles, et qui dépendent d'hypothèses différentes, qui conduisent à des prédictions différentes, mais qui, en l'état actuel des observations, eh bien, les expliquent tous. Et il n'y a pas vraiment de moyen de trancher et de supprimer, idéalement, tous les modèles sauf un. Alors ça aussi, voilà, c'est un mode de croyance en la vérité de tel ou tel type de modèle, parce qu'on a travaillé sur ce modèle. Il est bon dans la mesure où il explique ce qu'on cherche à expliquer, mais on oublie qu'il y en a peut-être d'autres, il y a même sûrement d'autres qui expliquent les mêmes choses. Bon, voilà, alors là, vous voyez, c'est-à-dire que ça n'est pas forcément toujours de la malhonnêteté, c'est parfois aussi de la naïveté. Vous aviez écrit un article dans Le Monde sur le climato-scepticisme il y a quelques années, si je ne me trompe pas. Oui, mais pas, justement, en essayant de mettre l'accent sur cette sous-détermination des modèles, qui n'implique pas du tout que les modèles qu'on nous propose sont faux, mais ça implique tout simplement qu'il y en a d'autres qui sont peut-être aussi vrais, peut-être plus. Par exemple, la question du rôle des activités humaines dans les changements climatiques, c'est une question. Alors, les modèles qui nous sont proposés affirment que c'est comme ça, et même le quantifient. Bon, alors, cette quantification, en effet, elle fait partie du modèle lui-même. Dans d'autres modèles, eh bien, les activités humaines peuvent être négligées et remplacées par d'autres paramètres. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, Naïl? Oui. Simplement expérimenté, peut-être, mais il y a nous sentons. Et dans le senton, on parle des affects aussi. Et des affects, il peut y avoir un affect mathématique. Enfin, bon, mais nous, bien sûr, mais il y a des affects qui ne sont pas mathématiques. Par exemple, la béatitude. La béatitude, c'est un affect qui n'est pas de l'ordre mathématique, mais que l'on peut, selon le mores géométrico, on peut y aboutir, mais c'est différent. Il y a des affects, on peut se sentir, et à ce moment-là, c'est une vérité éternelle. La béatitude, c'est un état intérieur, psychique, appelons-le psychique, spirituel, mais il n'y a pas que des vérités mathématiques, si vous voulez, qui peuvent nous donner le sentiment au sens affect de Spinoza, pas le sentiment sentimental ou sentimenteux. Vous voyez, donc votre réponse ne satisfaisait pas tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je crois que c'est tout le problème des interprétations de Spinoza. Si on prend, si on lit très soigneusement son œuvre, eh bien on s'aperçoit qu'en effet, la béatitude elle-même est le résultat d'un exercice intellectuel. L'exercice intellectuel lui-même produit l'affect. Produit l'affect de joie ou de béatitude, si vous voulez, chez Spinoza. Et donc, quand il parle des vérités éternelles, il les définit de cette façon-là. Dans la première partie de l'éthique, il définit, il dit par éternité, j'entends ceci et cela, l'expérience des vérités éternelles. Il définit l'éternité comme cela. Et d'ailleurs, après, aussi, il revient là-dessus en faisant bien la distinction entre ce qu'il appelle l'éternité et ce qui est dans le temps, dans la durée. Pour lui, l'éternité n'est pas dans la durée, en dehors du temps. Alors en effet, c'est de l'ordre de l'affect, c'est pour ça qu'il parle d'amour intellectuel. Et en fait, ceux qui ont la chance de faire l'expérience de vérité mathématique, surtout au moment où on les comprend, au moment
alors c'est pas la vraie découverte, mais enfin au moment déjà où on comprend une démonstration, eh bien, font l'expérience et sentent, en effet, font l'expérience d'un affect de joie lié à la compréhension. Oui, monsieur Laval, bonjour. Savoir si on est réaliste ou idéaliste ou tout ça, ce sont des préoccupations vaines pour lesquelles finalement ça n'a d'intérêt que pour ceux qui s'y intéressent, mais qu'en dehors de cela, ce qui doit orienter notre recherche, c'est plutôt les différents types d'expériences. Et donc, alors là, il fait à nouveau, il faut distinguer entre différents types d'expériences, des expériences affectives, des expériences purement intellectuelles du genre mathématique, des expériences scientifiques dans les différents domaines des sciences, etc. Donc, alors évidemment, il n'y a pas une vérité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de grands philosophes, justement en dehors des pragmatistes, ont défendu cette idée qu'il y a une philosophie qui est la bonne, qui est la vraie. Et c'est la leur, évidemment. Mais manque de chance, il y en a beaucoup comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une aspiration à l'universalité, ça évidemment il ne faut pas mépriser cela de la part de n'importe quel philosophe, mais ça n'est qu'une aspiration. Et cette universalité, finalement, dans son système philosophique, c'est une universalité qui est singulière, c'est-à-dire qui est limitée à sa personne et à ses élèves éventuellement. À ce propos, il y a quelque chose d'intéressant à propos de Spinoza, justement, où un de ses élèves, eh bien, s'était converti au catholicisme. Alors, vous savez, Spinoza vivait dans un milieu protestant en Hollande, et donc il essayait, comme il le dit d'ailleurs dans sa correspondance, de parler avec ce qu'il appelait des chrétiens raisonnables. Et puis, là, voilà, quand ses élèves se convertissent au catholicisme. Alors ça, pour lui, c'était vraiment absolument incompréhensible, l'horreur des horreurs, etc. Et voilà que son élève essaie maintenant de le convertir lui. Et donc, il lui écrit des lettres en lui disant, mais comment, voilà. Et bon, Spinoza lui répond avec patience, avec un peu d'ironie de temps en temps, et son élève lui dit, mais d'où est-ce que vous savez que votre philosophie est la meilleure de toutes celles qui ont existé, qui existent et qui n'existeront jamais? Alors Spinoza lui répond, il dit, mais je ne pense pas du tout que ma philosophie soit la meilleure de toutes les philosophies, il dit, mais par contre, je sais que je comprends la vraie philosophie. Autrement dit, là aussi, il donne comme exemple, il dit, et si vous me dites, comment est-ce que vous savez que vous comprenez? Eh bien, alors Spinoza continue en disant, si vous me posez la question, comment est-ce que vous savez que je vous réponds, en vous disant, je le sais de la même façon que je sais que la somme des trois angles d'un triangle est 180 degrés. Voilà, autrement dit, ça c'est le critère, si vous voulez, de vérité locale, absolue. Ça ne veut pas dire que tout l'ensemble de la doctrine, si vous voulez, se présente comme la vérité unique. Mais on a le temps pour une dernière question Alors une dernière avec... Oui, monsieur. Si différente de la béatitude devant un beau vers ou une belle mélodie musicale. Eh ben, par certains aspects, en effet, au niveau affectif, donc ça n'est probablement pas très différent, mais au niveau du contenu, oui, c'est très différent.